propose maintenant qu'on se tourne vers les riverains et du coup, c'est Pauline Servant, toxicologue chez Génération Future, qui va nous parler de l'exposition des riverains. Merci Loïc. Alors moi je vais vous parler pas de à quelle quantité les riverains sont exposés, mais comment on évalue le risque pour les riverains. Il faut savoir que le règlement européen nous dit que pour qu'un produit soit accepté, autorisé à être sur le marché, il faut que le risque pour les personnes vulnérables et les habitants soit acceptable. Ça, c'est ce qui est indiqué dans le règlement. Donc pour faire cela, les agences vont mener des évaluations de risque. Et donc, je vais commencer la présentation par vous expliquer ce que c'est qu'une évaluation de risque, parce qu'on a souvent cette confusion entre les notions de danger et de risque. Hein. On entend souvent que un produit, une substance peut être dangereuse, mais il n'y a pas de problème parce que le risque a été évalué et qu'il n'y a pas de risque. Donc, je vais bien vous expliquer ce que c'est que cette évaluation de risque qui comporte 3 étapes. La première étape, c'est l'évaluation des dangers des substances, pour lesquelles on va donc partir des études scientifiques qui sont disponibles, et à partir desquelles on va dériver une valeur sanitaire en dessous de laquelle les populations peuvent être exposées sans risque. Et à côté de cette évaluation des dangers, on a l'évaluation de l'exposition. Donc là, pour faire ça, on part des données sur le produit, c'est-à-dire quelle quantité ils vont être utilisés par hectare, sur quel type de culture, combien de fois par an, etc. Et on va appliquer une méthode de calcul qui est élaborée par l'EFSA, qui va nous permettre de calculer la quantité maximale attendue auquel les riverains sont exposés suite à l'utilisation de ce produit, donc dans des conditions normales d'utilisation. Et enfin, donc vraiment la caractérisation du risque, ça va être cette comparaison entre exposition qui est modélisée et calculée et les valeurs sanitaires qui ont été dérivées à partir des études de toxicologie. Donc si l'exposition est inférieure à la valeur sanitaire, on dit que le risque est acceptable. Et au contraire, si cette exposition est supérieure, le risque est inacceptable. Et donc en théorie, le produit ne peut pas être autorisé. Donc ça, c'est la démarche que les fabricants, pour faire leur dossier, et aussi les agences sanitaires, quand elles évaluent les dossiers, c'est la démarche qui est appliquée. Et donc on voit bien que même si c'est appliqué par l'ANSES, une agence française, c'est une méthode européenne pour modéliser l'exposition qui est utilisée. Et donc sur ces 2 composantes de l'évaluation du risque, l'évaluation des dangers et l'évaluation de l'exposition, on a montré donc dans un rapport qu'on a publié récemment qu'il y a des failles à chacun de ces niveaux. Donc on va commencer par les failles de l'évaluation des dangers. Donc on en a déjà un peu parlé ce matin, mais on en a distingué 4 principales. La première, c'est que la base de données d'études toxicologiques, elle est issue quasiment à 100% d'études industrielles qui sont faites selon des normes qui respectent les lignes directrices de l'OCDE. Et voilà, toutes les études disponibles dans la littérature scientifique qui ne respectent pas ces normes OCDE sont rejetées ou ne sont pas prises en compte dans les évaluations. Donc ça pose un premier problème parce que ces normes OCDE, ces études OCDE, elles ne vont pas explorer tous les effets possibles qui existent. Je note par exemple les effets microbiote intestinal. Il n'y a pas d'étude OCDE qui va nous dire comment on évalue ces effets sur le microbiote intestinal. Et donc, quand on a une étude de la littérature scientifique qui existe sur ce type d'effet, c'est le cas pour le glyphosate notamment, les évaluateurs vont la mettre de côté parce qu'on ne sait pas comment la prendre en compte. Les documents guides de l'EFSA, etc., ne savent pas comment prendre en compte ce type d'effet dans les évaluations. Donc ça, c'est une première faille. Il y a une autre faille qu'on a évaluée, c'est qu'il y a certains effets qui sont dits sans seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose sûre qui peut être définie. La première exposition peut déjà engendrer des effets. C'est le cas notamment des effets génotoxiques et certains effets cancérigènes qui peuvent être sans seuil. Donc, dans ces cas-là, pour ces effets sans seuil, il n'y a pas de niveau d'exposition sûr. La démarche pour évaluer ces effets, c'est de limiter au maximum et d'empêcher toute exposition pour que ces effets sans seuil puissent être couverts.
Enfin, donc ça, c'est une autre faille. Donc, on a déjà parlé, on dit que c'est le sujet que tu maîtrises à fond. C'est que les coformulants, la composition des produits, la synergie entre la substance active et les coformulants n'est pas prise en compte. Donc ça sous-estime une potentielle synergie, de potentiels effets cocktails. J'ai distingué aussi les effets cocktails liés à l'exposition de différents produits. Il faut savoir que les riverains, ils sont souvent entourés de parcelles différentes. Et sur ces parcelles, il y a différents produits qui ont été appliqués. Donc, ça engendre une exposition à un cocktail de différents produits qui là encore, n'est pas pris en compte. Et pourquoi elle n'est pas prise en compte? Parce que, tout simplement, on ne sait pas la prendre en compte. Il n'y a pas de document de guide qui va nous expliquer comment on va prendre en compte ces effets dans les évaluations réglementaires. Ça, c'était sur la partie évaluation des dangers. Le rapport se focalise essentiellement sur les failles de l'évaluation de l'exposition. C'est quelque chose qui peut passer qui peut-être a été moins abordé dans les différentes actions qui ont pu être menées. Et donc, on a fait le focus sur ces failles de l'évaluation de l'exposition, qui sont extrêmement nombreuses et qui vont avoir tendance à sous-estimer finalement l'exposition calculée, l'exposition auquel les riverains vont être exposés. Donc là, je n'ai pas le temps dans le temps imparti de vous détailler toutes les failles qu'on a détaillées dans le rapport. Je vais juste exposer les grandes lignes. La première, c'est qu'il y a plusieurs produits pour lesquels le risque pour les riverains n'est pas évalué. Je pense notamment quand on applique des semences enrobées de pesticides, donc, principalement de néonicotinoïdes. Pour ces types d'applications, le risque pour les riverains n'est pas évalué. Une deuxième faille, c'est que les voies d'exposition, certaines voies d'exposition ne sont pas prises en compte dans les évaluations. Je prends l'exemple de l'exposition des riverains qui peuvent avoir lieu suite à une inhalation de poussière contaminée. C'est que quand le produit est épandu sur le sol, le vent va pouvoir soulever des poussières de sol contaminées qui vont se retrouver dans les habitations. Et ça, il y a plusieurs études qui montrent que c'est une source d'exposition non négligeable des riverains. Donc ça, on le sait que c'est une source d'exposition non négligeable. Et pourtant, on la met de côté parce que le modèle développé ne prend pas en compte. Il y a des durées d'exposition aussi qui sont prises dans les modèles qui vont avoir tendance à sous-estimer ou risquent de sous-estimer les expositions. Les conditions météorologiques aussi qui sont prises en compte dans le modèle. Je prends l'exemple du vent, la vitesse du vent qui est un facteur prépondérant sur la dérive de la pulvérisation. Dans la modélisation, le vent considéré à une vitesse maximale de 10 km/h. Il faut savoir que selon les bonnes pratiques agricoles en France, les épandages peuvent avoir lieu jusqu'à 19 km/h. Donc on voit bien que le modèle d'exposition, en sous-estimant les conditions réelles d'utilisation des produits, va avoir un risque de sous-estimer l'exposition des riverains. Dernier point qui est développé dans la diapo suivante, c'est les caractéristiques physiques des personnes exposées selon la modélisation. En fait, quand on calcule une exposition, on va la rapporter au poids corporel. C'est-à-dire que plus la personne a un poids important, plus elle pourra absorber de substances sans avoir d'effet néfaste. Donc le poids était un facteur très important dans l'évaluation de l'exposition. Et il faut savoir que le modèle va évaluer le risque pour les enfants et les adultes. D'abord, pour les enfants, le risque est évalué à partir de 1 an. Pourquoi on n'évalue pas le risque pour les bébés? Parce qu'on a émis, c'est ce qui paraît hallucinant, on a émis l'hypothèse que les bébés sont moins exposés que les enfants de plus de 1 an parce qu'ils ne font pas de 4 pattes et parce qu'ils ne mettent pas à la bouche. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que celui qui a fait ça, il n'a jamais été parent ou il n'a jamais été en contact d'enfants de jeune âge. Voilà, ça, c'est une hypothèse qui est utilisée dans tous les modèles. Ce n'est pas pour l'évaluation des pesticides qu'on prend cette hypothèse, pour les biocides aussi. Dans REACH aussi, je crois que cette hypothèse, elle est utilisée. C'est un truc qui est admis par les évaluateurs comme étant quelque chose de fiable.
dont on ne discute pas. Alors c'est hallucinant parce qu'on n'évalue pas comme ça le risque pour les personnes les plus vulnérables, qui sont les bébés qui viennent de naître. Pour les adultes, le poids les adultes, on évalue sont considérés à partir de 14 ans, on est adulte, et le modèle considère qu'à partir de 14 ans, tout le monde pèse au moins 60 kilos, et que ce poids-là est protecteur de l'ensemble de la population, y compris les femmes. Alors en réalité, on sait que 80% des filles, des adolescentes et 76% des adolescents garçons pèsent moins de 60 kilos, et que même à l'âge adulte, beaucoup de femmes, je m'inclus dedans, pèsent moins de 50 kilos. Donc on voit que ces évaluations, finalement, en considérant ces poids théoriques, ne protègent pas les personnes les plus vulnérables, pour l'instant, alors que c'était une des conditions du règlement pour qu'un produit soit accepté. Donc on voit, alors, pour illustrer notre rapport, on a fait appel à une illustratrice qui nous a fait des dessins qui montrent en fait cette différence entre les conditions normalisées des modèles et l'exposition qui existe en conditions réelles. On voit à gauche les expositions en conditions normalisées qui fait toujours beau, il n'y a pas de vent. Les bébés sont gros, ou à partir de 1 an, il n'y a pas de bébé de moins d'1 an. Les gens sont au repos pour avoir une vitesse respiratoire la plus faible possible. Voilà. Et à droite, les conditions plus réelles, donc avec un vent qui peut être jusqu'à force 3 en France, une femme enceinte, un bébé qui est menu, qui met des jouets à la bouche, c'est un bébé, quoi. Des enfants qui font du sport, qui ont une activité physique et une vitesse respiratoire accélérée. Voilà, donc ça c'était pour illustrer un peu cette différence entre les évaluations réglementaires et la vie normale. Donc la conclusion, et c'est vraiment mon message principal, c'est que l'évaluation des risques réglementaires et plus généralement la science réglementaire est une science normalisée et modélisée qui ne reflète pas toujours la réalité et donc ne protège pas les personnes les plus vulnérables. Et c'est aussi une science qui ignore une partie de la science parce qu'elle ne sait pas les prendre en compte, pas prendre en compte certains effets, notamment les effets sur le microbiote, mais ce n'est qu'un exemple. Donc, en fait, quand les agents sanitaires vont nous dire que le risque est acceptable, ça laisse ces conclusions des agences, qui est quand même assez forte, que de dire qu'un produit ne pose pas de risque, ça laisse faussement croire que tout est sous contrôle et que ça donne l'illusion que l'évaluation est certaine et qu'on a tout évalué et qu'on sait. Ça donne l'illusion du savoir. Alors, en réalité, les agences sanitaires, quand elles signent ce genre de papier, de conclusion, elles ignorent les carences des évaluations. Et c'est très dommageable, et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que ce n'est pas parce qu'un produit est autorisé qu'il est vraiment sûr. Et là, on l'a montré avec des exemples très précis que c'est le cas. Ces failles des évaluations, elles sont pourtant reconnues par l'EFSA, qui est à l'origine de ces méthodes. Elle reconnaît que tous les modèles, toutes les voies d'exposition ne sont pas prises en compte dans les modèles et incite et renvoie la responsabilité aux agents sanitaires et aux États de prendre des mesures de gestion de risque pour pallier à ces failles. Tu peux passer. Donc ça, c'est la théorie. Et pourtant, donc, en France, le gouvernement a fait le choix de définir les distances de non-traitement. Donc, c'est les distances de sécurité entre les zones traitées et les habitations, aussi appelées ZNT, zones de non-traitement, d'après les résultats des évaluations de risque. Hein, on a eu l'avis du Conseil d'État le 26 juillet 2021 qui nous disait que les dispositions qui sont utilisées en France pour délimiter les ZNT sont insuffisantes pour les produits les plus dangereux, CMR2, donc c'est cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques de catégorie 2, et que pour ces produits-là, il faut que les distances sont au moins de 10 mètres. Et en réponse à cet avis du Conseil d'État, le gouvernement a publié un arrêté le 25 janvier dernier, dans lequel il dit que pour définir les zones de non-traitement, on va faire appel aux évaluations de risque. Et on sait que dans la plupart des cas, les résultats, les ZNT qui sont définis d'après les évaluations de risque vont être de 3 mètres. Donc, vous voyez le paradoxe, le Conseil d'État qui dit que les distances doivent être au minimum de 10 mètres pour les CMR2, et le gouvernement répond par une mesure qui va provoquer des distances de 3 mètres. J'ai bientôt fini. Donc,
ça, c'est quelque chose, cette démarche a été expliquée par Julien de Normandie, donc ici même à l'Assemblée nationale en février dernier. Et il a dit une phrase qui nous a marqué à Génération Future et qui, pour vous avouer, était l'origine de ce rapport. Il nous a dit faire confiance à la science et à la raison, et que s'en remettre aux évaluations de risque, c'est faire confiance à... Et il nous explique que les évaluations de risque montrent qu'à 3 mètres, c'est acceptable, et que du coup, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des distances plus grandes pour les produits, même pour des produits CMR2, par exemple, appliqués à côté d'une école. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des distances plus grandes parce que l'évaluation de risque a montré qu'à 3 mètres, c'était acceptable. Donc, moralité, le gouvernement, selon l'ancien ministre de l'Agriculture, les évaluations de risque qui font appel à la science sont fiables, protectrices et permettent de fixer des distances de non-traitement adaptées et justes et nécessaires. Donc, on a montré avec ce rapport-là que c'est une approche qui est totalement fausse et qui ignore donc les failles des évaluations de risque. Et donc là, je termine avec ce dessin qui illustre ce renvoi de responsabilité entre EFSA, Europe et les agences sanitaires des pays dont on a déjà parlé. Donc d'un côté, on a le monsieur de l'EFSA qui reconnaît que ces modèles, c'est un modèle, c'est une normalisation, donc ça a pris des hypothèses qui comportent des failles. Et donc, on laisse la responsabilité aux agences d'appliquer des mesures de gestion pour pallier à ces failles. Et de l'autre côté, on a la dame qui représente donc l'État ou l'ANSES qui nous dit mais non, nous on fait confiance à la science réglementaire et aux méthodes développées par l'Europe pour définir nos distances de sécurité. Donc on s'en tient à ça. Voilà. Et au milieu, il y a la riveraine qui n'est pas très rassurée avec son bébé au milieu des bras, dans les bras. Et donc notre message, en fait, le but de tout ça, c'est d'inciter le gouvernement, les parlementaires, quand ils définissent les zones de non-traitement, à appliquer le principe de précaution, à garder en mémoire que les méthodes de la science réglementaire est une science approximative qui ignore une partie de la science et qu'on ne peut pas se fier à cette science pour définir des mesures de gestion qui sont pourtant hyper importantes pour les riverains. Merci beaucoup, Pauline. Vous pouvez l'applaudir. Juste pour dire que les parlementaires ont anticipé cet appel, puisque dès 2017, c'était ma première proposition de loi, elle est déjà écrite, c'était des ZNT de 200 mètres. Donc voilà, le texte est écrit, il ne manque plus que le voter, donc on va s'en occuper sans délai. Juste, je nous invite collectivement à rester optimistes parce qu'après la sous-évaluation de la toxicité présentée dans le premier panel, on voit la sous-estimation de l'exposition que nous ont présenté nos deux intervenants. Et voilà, il faut quand même avoir une bonne dose de morale pour rester optimiste. Mais juste, suite à ce rapport, on a fait une saisine de l'ANSES et donc avant-hier, la secrétaire du directeur de l'ANSES a accepté de nous recevoir. Et donc, nous avons obtenu un rendez-vous avec le directeur de l'ANSES. Donc, on espère que ça va pouvoir faire avancer les choses. Super. Ben, merci beaucoup pour cette action. On voit que voilà, il faut jamais renoncer et être têtu, tenace et Génération Future l'est particulièrement. Merci beaucoup.